Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme promis, on va faire un petit peu le point. Le point sur le marché. On va essayer en fait de voir si pour le coup l'année 2022 marque-t-elle la fin d'un énorme cycle également. Je pense que c'est important en fait de se poser ce genre de questions. On est tout le temps en train de partir du principe que les crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est du up only, ça ne peut faire que monter. Mais je pense qu'il serait un petit peu intéressant en fait de challenger tout ça et de se poser en fait des questions sur et si pour le coup, ceux qui disaient ça en fait pour le coup se trompaient, et si pour le coup le Bitcoin ne faisait pas que monter. Je pense que c'est également un sujet en fait qui serait intéressant en fait d'aborder, bon, qui mériterait peut-être plus qu'une simple vidéo. J'avais pas mal de points que je voulais voir. Pour être honnête, j'en ai enlevé pas mal, parce que je me suis dit, si j'ai envie de partager tout au final avec vous au sein d'une seule et même vidéo, on va pas du tout s'en sortir. On va partir sur une vidéo qui va durer de 2 heures, et c'est pas forcément, je pense, la meilleure des choses à faire, donc je le ferai. Je le ferai, mais on va dire au fil du temps, et surtout avec plusieurs vidéos. Donc là, on va attaquer. On va faire un point complet quand même sur le BTC, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, même si ça fait des mois en réalité qu'il ne se passe pas grand chose pour être honnête, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait en fait de nouvelles vidéos. Comme toujours, je le répète, ceux qui veulent des suivis plus réguliers, je le fais au sein de ma lettre d'investissement qui est gratuite, vous pouvez vous inscrire, qui est envoyée en moyenne toutes les 2 semaines avec un point complet sur le BTC, sur également une alt et notamment ça va être sur l'Ether, même si il y a aussi une version premium qui est beaucoup plus étoffée. La version gratuite déjà vous donne quand même pas mal d'informations. Allez, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer. Donc là je vous mets le graphe du Bitcoin. Un conseil, il faut le mettre sur un grand écran. Je vous mets le graphe du Bitcoin. On est sur du 3 jours pour avoir quand même une vue d'ensemble. Pas besoin non plus de se mettre sur du weekly ou du mensuel. On a déjà, je pense, une belle vue d'ensemble pour un petit peu faire le point quand même sur tout ce qui s'est passé depuis maintenant quand même plusieurs mois, limite années, sur le bull market en fait qu'on a eu. Alors, grosso modo, on a eu, on va pas revenir en fait dessus, le crack du Covid en mars 2020 où pour le coup là le Bitcoin est venu chercher en fait non loin des 4000 $. Et en fait depuis qu'il y a eu cette correction là, on est passé sur une hausse quasiment non-stop du BTC, alimentée par pas mal de facteurs. On va pas forcément revenir en fait dessus. Il y avait bien évidemment en fait le fait que les gens se sont retrouvés en fait coincés chez eux, qu'il y en a plein qui se sont dit tiens on va commencer à gagner de l'argent autrement que par le travail classique, et on s'est mis un petit peu à spéculer, que ce soit sur le marché action, on l'a vu notamment avec toutes les actions tendances du Covid qui aujourd'hui ne sont absolument plus tendances et ont retracé l'intégralité de la hausse justement qu'elles avaient connue en fait grâce à tout cela. Ça a été le cas également en fait pour les crypto-monnaies. Il y a eu également bien évidemment une politique de la part des banques centrales ultra accommodante qui a inondé en fait le marché de liquidités pour essayer en fait on va dire de contrecarrer les mesures en fait de confinement qui auraient été une catastrophe sinon d'un point de vue économique. On n'est pas là pour débattre en fait pour le coup de tout ça, c'est un fait, c'est ce qui s'est passé et c'est à mon avis ce qui a été l'un des principaux catalyseur du gros bull market qu'on a eu par la suite durant toute l'année 2020 et ensuite toute la phase d'accélération en pour le coup fin d'année 2020, début d'année 2021. Grosso modo, sur la phase de hausse, on avait déjà ressenti des choses qui étaient un petit peu, on va dire, étranges dans le sens où ce n'était quand même pas ce qui s'était produit par le passé. On a eu une hausse extrêmement soutenue, extrêmement puissante. Et à ce moment-là, même moi, j'avais commencé en fait à faire des vidéos. Et rappelez-vous, on était en fin d'année en fait 2020 et je commençais déjà à faire des vidéos pour dire attention, attention, on est en train de monter en ligne droite. Tout ce qui monte en ligne droite va retomber. Ça, c'était quand même important de vraiment le garder en tête. Même si à l'époque, c'était une vidéo un petit peu à contre-tendance totale de toute la hype qu'il y avait. Moi, dès qu'on a passé la zone des 30
et notamment celle des 50 000 $, là j'ai commencé à vraiment être extrêmement prudent. Je spéculais surtout en fait sur une grosse correction et non pas sur une fin de cycle pour le coup. Et c'est plutôt ce qu'on a eu. Hein, c'est plutôt ce qu'on a eu. On a eu ensuite par la suite une très grosse liquidation en mai. En mai 2021, c'est la première baisse en fait pour le coup qu'il y a eu. On a un petit peu consolidé en fait sur les plus hauts et après boum, il y avait un effet de levier complètement délirant. Tout le monde était à l'achat en fait comme des gogoles avec un gros effet de levier en mode c'est bon to the moon, alors que le Bitcoin était quand même passé de 4000 à plus de 50 voire 60 000 $. Mais bon, bref, comme toujours, l'humain, on le changera pas. Et pour le coup, ils se sont tous fait rincer par une grosse liquidation. On a fait un moins 50%. On a sorti en fait toutes ces personnes-là. Moi, à l'époque, à ce moment-là, je pensais clairement qu'on allait avoir un flush, une correction, mais que ce n'était pas un crack et que ce n'était pas une fin de marché. Alors à l'époque, ça m'a un petit peu valu en fait des critiques, etc. Bref, au final, il s'est passé quoi? On a eu une phase d'accumulation qu'on peut appeler en fait de type week off, sans que je rentre pour le coup en fait dans le détail par rapport à ça. Ceux que ça intéresse, allez juste taper week off, c'est WYCKOFF. Allez voir, c'est une méthode d'accumulation plutôt classique dans la finance traditionnelle qu'on a eu. On a eu un pattern plutôt similaire, on va dire, sur cette phase-là, qui n'a pas été simple, il faut le dire. Ça a été une phase qui était assez complexe pour le coup, beaucoup plus complexe que ce qu'on avait pu connaître en fait par le passé. Et ensuite, on a eu ce fameux relief rally, c'est-à-dire vraiment ce mouvement haussier. On aurait pu soit avoir le fameux dead cat bounce, ça veut dire on fait un rebond, on fait pas un nouveau plus haut. Pour le coup, on s'arrête un petit peu avant et on retombe. Et on a eu un mouvement mais beaucoup plus piégeux où on a fait un nouveau plus haut. Et pour le coup là, je pense que ça a dû perturber pas mal de monde. Beaucoup de personnes qui ont dû passer à l'achat pour le coup en fait sur le mois de novembre 2021. Et au final, malheureusement pour eux, on a eu en fait le gros signal de vente à ce moment-là. Et moi, clairement, si c'était à refaire, vraiment, je ne changerais rien par rapport à ce que j'ai fait. Le signal de vente, on l'a pas du tout eu en fait en mars-avril en fait 2021. On l'a eu en novembre 2021. C'est là en fait qu'il y a eu le signal de vente. Et il faut aussi le dire, les marchés financiers, eux, ils étaient vraiment au taquet en fait durant toute la phase 2021 jusqu'au dernier jour de l'année, jusqu'au 31 décembre, vraiment pour aller faire le dernier plus haut avant d'attaquer cette année 2022 qui, je pense, est l'une des pires années en termes de performance, tout actif confondu. Et ça, je pense que c'est aussi important en fait de le dire. On est tout le temps en train de minimiser en fait les choses. Quand les choses sont mauvaises, il faut le dire en fait. Et l'année 2022, c'est l'une des pires années. Elle est pire que 2008, elle est pire que 2000, elle est même pire que les années en fait 70 pour le coup. Si on regarde par exemple un portefeuille classique de type 60-40, donc 60% actions, 40% obligations, ceux qui ont fait un petit peu de bourse, vous êtes forcément tombé en fait sur ce type de portefeuille. C'est vraiment le portefeuille classique qu'on recommande quasiment à tout le monde. On fait un petit mix actions-obligations et pour le coup, c'est un portefeuille classique qui va tranquillement performer, qui est censé encaisser durant les phases de crack grâce à la partie obligataire qui, elle, normalement devrait moins baisser que la partie action, faire office d'amortisseur et après avec un petit système de rééquilibrage, ce qui permet en fait de réinjecter de l'argent en fait dans la partie action et de reprofiter ensuite des phases de croissance et donc des phases de hausse du marché action. Et bien ce portefeuille-là, accrochez-vous bien, il a connu la pire performance annuelle en 2022 depuis plus de 100 ans. Voilà. Donc franchement, ça pose les bases. Faut arrêter en fait de minimiser cette année. On a vraiment une année qui est extrêmement mauvaise en tout point de vue. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on a un crack du marché obligataire. Et ça également, on n'en parle pas assez souvent. On parle de correction, on a beaucoup de mal à parler en fait de crack. Le marché obligataire, on est en plein dans un crack. Quand vous avez un marché qui est censé être un marché en fait de type risk on, ça veut dire vraiment, on prend très peu de risques. Pour le coup, ou plutôt risk off, pardon, pas risk on, plutôt risk off, pour le coup, on n'est pas censé en fait se prendre des moins 30 ou des moins 40%. Or, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le marché
obligataires, et je parle des obligations d'État, je parle même pas des obligations d'entreprise, qui se fait massacrer, et vraiment massacrer, et qui a même perdu plus de valeur qu'un simple indice sur le marché action, comme par exemple le S&P 500 ou le Dow Jones. Donc c'est quand même assez intéressant quand même de noter ça. C'est pareil pour la plupart des autres actifs, même si on prend le gold aujourd'hui par rapport au dollar, et ben pour le coup la perf est loin d'être au rendez-vous. Et en fait, tout actif confondu, le seul actif qui a réellement performé cette année, c'est le dollar, et quasiment que le dollar parmi les grandes devises. On a également en fait le franc suisse qui s'en sort plutôt pas trop mal grâce à une politique de la Banque centrale qui est un petit peu à contre-courant des autres politiques monétaires, notamment celle de la Banque centrale européenne, mais aussi de la Fed pour le coup, qui fait que même si eux ils ont des taux encore qui restent plutôt bas, leur monnaie en fait s'est pas fait éclater en fait comme c'était le cas en fait de l'euro. Mais pourquoi? Parce que leur banque centrale achète des actifs, notamment actions, de l'or, etc. Ce qui en fait une monnaie vraiment de refuge, tout comme également en fait le dollar en fait dans les moments de crise. Et tout ça, ça a un impact extrêmement fort au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc si on revient un petit peu, si on ferme cette grande parenthèse par rapport au marché tradi, et qu'on revient un petit peu au marché des crypto-monnaies, donc grosso modo en fait notre signal de vente on l'a eu en novembre. Et moi c'est à ce moment-là où je suis complètement passé en mode risk on. Ça veut dire vraiment, enfin risk off, pardon. Là j'ai un peu de mal entre les risk on et les risk off. J'ai un petit peu de mal. Pour le coup, c'est là où je suis vraiment passé en mode risk off. Ça veut dire on prend pas beaucoup de risques et on se concentre sur les actifs qui justement sont les plus résilients. Alors normalement, il y a les obligations, mais moi ça fait des années que j'ai pas touché à une obligation parce que je sais que quand on est à des taux négatifs, il suffit à peine qu'on remonte les taux pour que leur valeur baisse fortement. J'avais à aucun moment imaginé en fait qu'on remonte les taux de manière aussi brutale et de manière aussi longue pour le coup. Mais c'était en tout cas l'une des raisons pour laquelle voilà, il ne fallait pas toucher à ce marché. Il y a eu énormément de personnes qui ont répété de ne pas toucher au marché obligataire. On est en fait dans une bulle. On est sur des taux qui sont négatifs, donc des valeurs qui sont au plus haut. Si vous rentrez là-dedans maintenant, vous prenez en fait le risque dès qu'il y a une petite hausse des taux, boum, vous prenez en fait une claque. Et si on parle d'une petite hausse, on a eu une importante hausse des taux. Donc tous ceux qui sont rentrés sur le marché obligataire, que ce soit d'État ou d'entreprise, sur les 5 dernières années, ils sont fait laminer en fait par le marché. Donc ça c'était vraiment l'une des principales raisons. On l'a rabâché. Bon, il y avait plein de personnes qui nous disaient oui, mais on va rester en fait dans un environnement à taux faible, etc. Bref, ils se sont trompés, ils ont eu tort, et comme toujours, on peut jamais prévoir en fait le futur, et il faut toujours, quand on fait de l'investissement, essayer en fait de prévoir tous les cas de figure. Alors moi, j'avais pas forcément prévu qu'on ait une hausse de taux aussi élevée, mais j'avais quand même prévu en fait qu'on ait une hausse des taux à un moment ou à un autre, et que pour le coup, il fallait vraiment être patient par rapport au marché obligataire qui redevient intéressant. Et je pense qu'il le sera encore plus d'ici l'année prochaine, où on va pouvoir acheter en fait des obligations qui auront pour le coup en fait des rendements qui vont redevenir intéressants, de l'ordre de 4, 5, 6%, avec un plafond au niveau en fait du taux directeur qui à mon avis devrait être atteint pareil d'ici la fin de l'année, voire début d'année prochaine, sur le marché américain à peu près sur les 4,5 voire les 5% au niveau du taux directeur. Et là, ça va redevenir intéressant. Pourquoi? Parce que pour le coup, si on rebaisse les taux, la valeur des obligations va remonter. Et là, clairement, c'est intéressant. Et ça l'est encore plus si on veut jouer sur le rebond d'une devise. Alors, pas le dollar pour le coup, mais par exemple, la livre sterling, si on veut miser en fait sur un rebond de la livre, et ben pour le coup, là, c'est vraiment idéal actuellement parce qu'on a des taux qui sont très élevés. On est entre 4 et 5%. Et on a une livre qui est extrêmement basse. Donc là, on peut jouer un double effet. C'est le fait que les taux vont rebaisser, pas forcément tout de suite, mais peut-être fin de l'année prochaine, et une devise qui va également rebondir. Alors que par rapport au dollar, on va en parler justement après, il faut être extrêmement prudent. On est plus sur des niveaux de vente par rapport au dollar que des niveaux d'achat. Mais ça également, on va en parler parce que ça a un impact direct par rapport au marché des crypto-monnaies. Donc, le signal de vente qui est donné en fait en novembre, notamment par la cassure des bandes de Bollinger en fait par le bas, de la moyenne mobile 50, comme là on le voit avec la courbe bleue
en 3D, mais également notamment du RSI qui est extrêmement pertinent. Alors décidément encore une petite coupure, alors c'est marrant, j'ai carrément un autre ordinateur par rapport à la dernière fois, mais j'ai quand même le même crash sur le logiciel, donc va vraiment falloir que je trouve une solution. Donc là, petite coupure, vu que le soft a encore crashé. Donc j'en étais où? On en était au RSI. Donc grosso modo, c'est plutôt simple. Bull market, RSI au-dessus des 50. Bear market, RSI sous les 50. Alors dit comme ça, bien évidemment, ça paraît extrêmement simple. Bon, je vous rappelle quand même que bien évidemment, on peut venir faire des petites visites sous les 50 et au-dessus des 50. Bien évidemment, en général, c'est rapidement rejeté. Et c'est exactement ce qu'on a eu là à plusieurs reprises, notamment en mars-avril en fait 2022. On est brièvement repassé au-dessus des 50 et vous voyez qu'on n'est pas resté. Donc bien évidemment, il nous faut une véritable cassure qui doit être confirmée par d'autres indicateurs techniques, pour le coup, qui n'avaient pas du tout été confirmés, notamment en mars-avril en fait 2022, où on a complètement échoué au niveau de la zone, pour le coup, des 45-46 000 $. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait des confirmations, mais le signal baissier à partir de novembre 2021, il était quand même plutôt clair, et c'est vraiment là où moi, pour le coup, j'ai sorti en très très grande partie tous mes fonds du marché crypto, où je me suis retrouvé en grande partie en stablecoin, et j'ai ensuite sorti une très grande partie, pour le coup, en monnaie fiduciaire, notamment pour commencer une diversification, mais je n'étais absolument pas à l'aise par rapport au marché action pour me diversifier. On était beaucoup trop haut pour le coup. Donc je suis un petit peu resté en mode attente. Et au final, ça m'a plutôt bien réussi parce que ensuite, on sait ce qui s'est passé pour le coup. Et là, clairement, ça m'a conforté en fait dans l'idée qu'il fallait rester cash, notamment sur du dollar. Alors moi, pour le coup, je suis quasiment tout le temps en dollars. Donc c'était pas parce que je voyais que le dollar allait reprendre beaucoup de valeur que j'avais le plus gros de mon patrimoine en dollars, absolument pas. Mais le dollar pour moi c'est l'une des, si ce n'est la principale monnaie d'échange aujourd'hui. On trade avec autant le marché crypto que le marché action et de toute façon je suis sur le long terme plutôt baissier sur l'euro et notamment sur l'Europe. Donc c'est aussi pour ça que j'ai très très peu d'euros. Ça m'a clairement porté chance par rapport à ce qui se passe maintenant, mais c'est plutôt un coup de chance, je dirais, dans le sens où ça aurait très bien pu se passer d'une manière complètement différente, et une exposition aussi forte en dollars aurait pu être plutôt négative que positive. Donc j'estime qu'il y a quand même une grosse part de chance dans le fait que je me sois retrouvé principalement en dollars, mais aussi en francs suisses. Bon, après, il n'y a pas que aussi une part de chance, il y a aussi le fait que ça reste pour moi les deux principales devises sur lesquelles je suis en confiance pour le coup. Le franc suisse parce que c'est la devise qui a perdu le moins de valeur dans le temps si on compare par rapport aux autres principales devises comme le dollar, l'euro ou la livre sterling, voire même le yen. Le franc suisse c'est vraiment une monnaie refuge, mais comme j'ai pu le dire, c'est par rapport à la politique de la Banque centrale de Suisse. Mais le gros du problème qu'il y avait jusqu'à présent, c'était les taux négatifs. Par miracle, on est repassé sur des taux qui sont positifs par rapport au franc suisse. Donc on est notamment plus impacté. Si on dépose plus que 100 000 francs suisses sur les comptes bancaires, notamment en Suisse, on était impacté en fait par des taux négatifs. Donc ça veut dire qu'ils venaient carrément grignoter en fait le capital. Heureusement, c'est terminé. Je dis pas forcément que le marché obligataire suisse est hyper intéressant. Les taux sont encore très très bas. Mais en tout cas, c'est intéressant juste en devises, tout simplement, parce que c'est parmi les devises qui perdent le moins de valeur, même si c'est quand même pas mal de jouer, notamment peut-être un rebond sur la livre avec une obligation d'État à court ou moyen terme qui va également délivrer du rendement. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc on a eu une phase de baisse soutenue, pour le coup, qui a été vraiment très puissante, avec deux grosses phases de baisse. Donc la première, ça a été après la consolidation en fait qu'il y a eu, on le voit, le grand range qu'il y a eu pour le coup en début d'année en fait 2022, où on a cassé en fait la zone des 36 et on s'est retrouvé en un éclair sur la zone des 28, même avec une petite mèche qui est allée chercher pour le coup en fait relativement bas, quasiment sur les 20 000 $. On a un tout petit peu consolidé et après boum, on a enfoncé pour le coup le clou pour aller taper dans la zone des 17 000 $. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est déjà, est-ce qu'on est sur un point bas? Bon, ça de nouveau, je rappelle, personne n'est devin, personne ne peut acter qu'on est sur un point bas.
pour l'instant. Donc tous ceux qui prétendent et qui font les malins en mode on a tapé un point bas, on va bien rigoler en fait pour le coup en fait quand vous aurez pas acheté de niveau et qu'on sera à 30 ou 40 000 $, ça c'est juste des rigolos, d'accord? C'est juste des rigolos. Une personne sérieuse de toute façon ne peut pas vous dire si on est sur le point bas ou pas. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a de très fortes chances pour que sur le niveau actuel, on soit sur un niveau de point bas. Ça c'est possible, effectivement. La zone des 18-19 000 $, c'est quand même une zone d'intérêt assez puissante. C'était notamment l'ancien ATH de 2017, mais aussi c'est aussi la petite consolidation qu'il y a eu en fin d'année en fait 2020, où le marché avait un petit peu consolidé en fait sur ce niveau-là avant de vraiment partir en mode n'importe quoi, grosso modo, où c'est parti en ligne droite. Donc c'est une zone d'intérêt, c'est pas au milieu en fait de nulle part, mais c'est possible également qu'on aille encore plus bas. Voilà, ça il faut absolument le prendre en compte. Quand on venait tout juste d'arriver sur cette zone des 17-18 000, on était encore à peu près en juin-juillet 2022. Moi, j'avais des gros doutes sur le fait en fait qu'on puisse aller beaucoup plus bas, d'accord? Parce qu'on va pas faire que juste tomber. Sinon, le Bitcoin, c'est un gros shitcoin qui est soutenu par personne et qui, pour le coup, s'il tombe en ligne droite, mais concrètement, il vaut plus rien. Voilà. Donc, s'il a encore un tant soit peu de valeur, il doit être défendu, ce qui est le cas aujourd'hui. Et pour le coup, maintenant, par contre, après des mois de consolidation, là, par contre, je ne dirais plus que c'est peu probable qu'on aille plus bas. Il est clair que si la zone des 18 lâche, il est totalement probable qu'on vienne s'arrêter, peut-être sur les 15 ou 14 000 $, il y a une toute petite zone d'intérêt, voire plus bas, la fameuse zone qui est attendue en fait par beaucoup de monde, la zone entre les 10 et les 12 000 $. Donc bien sûr que c'est possible. Pour moi, ça me semble peu probable dans le sens où ça paraît tellement évident et où je vois tellement de personnes qui l'attendent que je me dis qu'on n'ira pas. Donc peut-être qu'on s'arrêtera avant, ou peut-être même qu'on n'ira pas sous les 18 000 $ et qu'on a effectivement tapé un point bas. Alors là, ça peut paraître quand même un peu prématuré en fait de dire ça. De nouveau, ça ne reste qu'une hypothèse. Mais si on voudrait vraiment, on va dire, essayer en fait d'avoir le moins de monde possible dans le marché sur un point bas, je trouve que le niveau actuel, il n'est pas hyper propice à l'achat. Quand on voit en fait l'environnement actuel, la peur qu'il y a au niveau des investisseurs aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde d'exposé en fait sur le marché aujourd'hui et il n'y a pas grand monde d'exposé sur le niveau actuel. Donc je me dis, voilà, si on veut être un petit peu contrarien, on est sur un niveau intéressant. Tant que le niveau tient, pour moi, c'est valable. Bon, maintenant, il y a encore du chemin à faire avant de valider en fait pour le coup ce point bas. Pour le valider, de toute façon, on doit à minima s'affranchir de la moyenne mobile 200 en weekly, qui est actuellement sur les 23 600 $, et surtout, casser la grosse zone pivot au niveau des 28-30 000 $. Tant qu'on est en dessous en fait de cette zone-là, honnêtement, vous pouvez oublier tout espoir haussier. Mais par contre, une fois qu'on la casse, et si pour le coup on arrive à vraiment construire ensuite des supports qui sont plus hauts, et ben là, on pourra acter, on était effectivement sur un point bas. Alors certains vont me dire, ok, mais c'est bien joli en fait de dire ça, parce que s'il faut attendre que le Bitcoin soit à plus de 30 000 $ pour dire que la zone des 18 c'était le point bas, ben en fait on fait comment pour l'acheter? Et ben c'est bien là en fait tout le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir. Et c'est bien là en fait tout l'intérêt de la gestion du risque. Ça veut dire que pour acheter un point bas, il faut prendre du risque. Et ça veut dire, le risque c'est quoi? C'est le risque de se tromper. Et en fait qu'on aille plus bas. Donc aujourd'hui moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que j'ai une exposition au marché globalement de 25%. Parce que j'estime que on est sur des très très bons niveaux d'achat et que même si on va plus bas, encore 50% plus bas, je l'accepte parce que j'ai une exposition qui est relativement faible, pour le coup, uniquement de 25%. Donc se prendre, dans le pire des cas, à mon avis, 50% de baisse, mais sur une exposition en fait de 25%, ça reste quand même plutôt acceptable, sachant que pour moi, il y a vraiment quasiment aucune chance pour qu'on aille beaucoup plus bas si le Bitcoin est correctement défendu. Maintenant, de nouveau, si plus personne n'a confiance au Bitcoin et qu'il tombe en ligne droite, bon, je suis pas certain
qui vaille non plus le coup en fait d'être acheté. Donc c'est aussi pour ça en fait que les niveaux doivent être défendus. Franchement, s'ils ne le sont pas, moi, pour le coup là, je changerai un petit peu mon fusil d'épaule en fait par rapport au BTC. Et je n'achèterai pas en fait des niveaux comme ça au hasard, surtout si on explose tous les niveaux qui sont les plus pertinents. Donc ça également, en tout cas, c'est important en fait de le prendre en compte. Donc, une exposition sur les niveaux actuels, oui, qui doit être limitée, dans le sens où soit vous devez vous faire stopper sur cassure des 18 000 $, au risque, bien évidemment, de n'avoir que des mèches, mais ça fait partie du jeu pour le coup, ou alors vous acceptez le drawdown potentiel, je pense de 30 à 50%, jusqu'à la zone des 10 000 $. Et ça, il faut l'accepter. Donc ça veut dire que ceux qui rentrent à 100% et qui pensent que là on est sur un point bas, j'espère que vous êtes prêts à accepter un Bitcoin 50% plus bas. Et là, je ne parle que du Bitcoin, je ne parle même pas des alts qui, elles, vont encaisser encore plus de baisse. Donc ça, c'est quand même important en fait de le prendre en compte. Maintenant, ce qui est également certain, c'est que sur les niveaux actuels, ceux qui ont une optique à plus long terme, appliquer des DCA agressifs sur les niveaux actuels, je pense que c'est également une bonne idée. On est sur des bons niveaux d'achat, de nouveau, il faut le dire. Il faut quand même pas avoir peur en fait de ça. On est clairement sur des bons niveaux d'achat. On peut bien évidemment encore aller plus bas, mais je pense qu'on est quand même plutôt limité maintenant par rapport à la baisse. Je rappelle quand même qu'on baisse depuis novembre 2021. Donc ça commence à faire, on est quasiment sur une année complète de baisse, quasiment sans rebond. On est quand même sur des niveaux qui sont assez intéressants. Dans le cadre d'un DCA, sur une longue période de temps, il faut être agressif maintenant. Voilà. C'est pas quand le marché est en train de monter qu'il faut être agressif, c'est quand il baisse. Donc c'est maintenant. Voilà. Et si ça baisse encore plus, c'est l'idéal pour vous. Vous continuez à être agressif jusqu'à ce que ça baisse pour le coup et qu'on soit en train de tranquillement repartir. Et là, vous verrez que votre DCA va payer. Bien évidemment, n'y allez pas all-in, sauf si vous savez ce que vous faites et que vous gérez correctement votre risque. C'est toujours en fait le plus important. Ensuite, ce qu'il faut, c'est un RSI qui reste au-dessus des 50. Donc ça également, c'est important. Et à mon avis, je pense qu'au niveau du timing, si déjà on revient sur les 23 600 et qu'on les casse, je pense qu'on peut brièvement repasser au-dessus en fait des 50. Mais ce qu'il faut, c'est y rester. Et pour ça, soit on stabilise sous les 28 et pour le coup après on les casse. Et là, effectivement, on peut recommencer à avoir des espoirs à minima de rebond sur plusieurs mois. Je parle même pas de bull market, voire pourquoi pas par la suite de bull market. Mais honnêtement, si je devrais un petit peu essayer en fait de la jouer à Nostradamus, le bull market pour moi, c'est pas avant 2024. Voilà. J'estime que ce sera possible une fois qu'on aura un contexte de marché beaucoup plus haussier, avec une politique beaucoup moins dure au niveau en fait de la hausse des taux d'intérêt et une inflation qui sera retombée. Donc ça veut dire une politique peut-être beaucoup plus accommodante que ce qu'on a actuellement par rapport aux banques centrales. N'oubliez pas que les estimations aujourd'hui, c'est qu'on reste dans un environnement à taux élevé toute l'année 2023. Donc ne l'oubliez pas. Donc oui, le plus dur, effectivement, c'est quand ça monte fortement, mais on va rester sur des taux de l'ordre entre 4 et 5% au niveau du taux directeur de la Fed. Donc ne croyez pas que dans un environnement où les taux sont aussi élevés, on va partir en mode bull market. Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Par contre, quand on va recommencer à rebaisser, pour le coup, en fait, les taux, et ben là, par contre, peut-être même pour relancer de nouveau la machine, si l'inflation reste bien contrôlée, là, c'est totalement possible, pour le coup, en fait, qu'on puisse vraiment repartir en bull market. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des vagues de hausse qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de 50, 100%, bien évidemment. Mais ce n'est pas un bull market. C'est uniquement pour le coup des vagues de hausse. Le contexte de marché pour l'instant, sur du court et du moyen terme, il n'est pas haussier. Ça, c'est quand même également important en fait de le préciser. Et le bull market, vraiment, je pense qu'on aura le temps de le voir venir. Donc voilà un petit peu par rapport au BTC. Je pense que vous connaissez de toute façon les niveaux clés. Il faut être extrêmement patient pour le coup. Ne pas hésiter à déjà avoir au moins une petite exposition. Être agressif sur du DCA. C'est tout le principe de moyenner pour le coup à la baisse et après avoir un prix moyen en fait d'achat qui sera meilleur que la moyenne des gens. Parce que la moyenne des gens aujourd'hui, si on part maintenant sur une vague de hausse et qu'on ne revient pas sur
les 18 000 $, je peux vous assurer en fait qu'il n'y aura pas grand monde qui aura acheté les niveaux actuels. Et ils vont acheter beaucoup plus haut, à plus de 30 000 $ sans aucun doute. Donc c'est pour ça que rien que le DCA vous permettra en fait de plutôt bien moyenner et si possible sous les 30 000 $ par rapport au Bitcoin. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des indicateurs fondamentaux, on va juste en regarder un seul parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et on va regarder en fait le Unchained Cost Basis qui nous compare grosso modo le prix moyen d'achat de tous les bitcoins qui s'appelle le Realized Price. C'est la courbe qui va être en bleu ciel. Et on a ensuite la même data mais qui va être filtrée par rapport aux investisseurs de court terme et de long terme en fonction du nombre de temps qu'ils ont détenu leur bitcoin. En gros, c'est 6 mois. Plus de 6 mois, on considère que c'est du long terme. Moins de 6 mois, c'est du court terme. Donc le court terme, pour le coup, c'est STH. Et c'est la courbe rose. Et long terme, c'est la courbe en bleu ciel. Et c'est la courbe orange, en fait, qui est le prix moyen d'achat de tous les bitcoins, sans mettre de filtre sur la temporalité. Qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde bien, on voit qu'on est en train d'avoir une inversion de la courbe. Ça veut dire que grosso modo, les investisseurs de court terme achètent en moyenne moins cher maintenant que les investisseurs de long terme. Et ça montre une seule chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ces types de croisements, on était sur des bas de marché. Alors, de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore de mèches, de tentatives pour aller chercher un petit peu plus bas, etc. Mais grosso modo, le plus dur de la baisse était passé. Et pour le coup, les investisseurs de long terme, ils sont complètement sous l'eau. Pourquoi? Parce que en moyenne, ils ont acheté plus cher. Donc s'ils n'ont pas déjà vendu aujourd'hui, il y a très peu de chances pour qu'ils vendent demain. Même si le Bitcoin continue encore à baisser. Ils vont être sous l'eau, ils vont être en mode buy plutôt hold, en mode buy and hold, et ils vont pas vendre. Ils vont pas vendre. Ceux qui devaient vendre, ils l'ont déjà fait. Franchement, ils ont déjà capitulé, ils ont déjà vendu. Je pense que même là, s'il y a encore une baisse, honnêtement, tous ceux qui sont en mode hold depuis maintenant plus de 1 an, voire 2 ans, ils n'ont aucune raison en fait de vendre maintenant. Pour le coup, même si il y aura quand même toujours un peu de mains faibles qui vont craquer au dernier moment, dommage pour eux, et qui vont capituler. Mais franchement, compte tenu en fait de la baisse qu'il y a eu, je pense que la plupart ont déjà vendu, et ceux qui vendent pas, ils vendront pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant, et c'est également intéressant en fait de voir que pour avoir un potentiel signal de redémarrage de type vraiment haussier, il faut de nouveau qu'il y ait un croisement de ces courbes-là. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps, au moins plusieurs mois, pour le coup sans aucun problème. Ce sera vraiment intéressant en fait de surveiller pour le coup cet indicateur-là, et notamment la cassure à la hausse de toutes ces moyennes qui pour l'instant, on le voit, le prix est en dessous de ces moyennes-là. Donc là, ça reste quand même plutôt baissier. Quand on va repasser au-dessus, là, ce sera une toute autre histoire pour le coup. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc cette baisse qu'on a eue, elle est quand même inédite. On n'a pas eu en fait de baisse aussi soutenue sans avoir de vrais rebonds. Si on regarde ce qui s'est passé en fait par le passé, même en 2018, il y avait des phases de rebond où le Bitcoin pouvait refaire un x2 quoi. Donc même en phase de bull market, ceux qui avaient des stratégies à l'achat, ils pouvaient quand même générer du rendement. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, ça, on le voit, franchement, depuis maintenant plus de 2 ans, que les marchés sont beaucoup plus difficiles pour une raison simple. S'il n'y a pas de miracle à aller chercher en fait des choses farfelues, il y a aujourd'hui énormément d'investisseurs américains de type institutionnel qui sont présents sur les marchés et qui jouent avec des outils qui vont être beaucoup plus évolués en fait. Et j'en ai notamment parlé dans ma vidéo sur les bots de trading pour expliquer en fait pourquoi les marchés sont beaucoup plus efficients aujourd'hui et ils sont beaucoup plus piégeux également parce que clairement le jeu a changé. On est passé en fait d'un marché qui était drivé en fait par du retail qui n'y connaissait franchement pas grand chose à des mecs qui sont sur les marchés en fait depuis des dizaines d'années, qui comprennent parfaitement les cycles de marché, qui ont énormément de moyens, d'outils que ne possèdent pas la plupart des gens et qui sont à présent présents sur ce marché. Donc ça le rend beaucoup plus difficile et c'est pour ça en fait que clairement ceux qui appliquaient en fait des stratégies qui marchaient par le passé, aujourd'hui ils se font laminer en fait par le marché.
Et là, on le voit clairement de nouveau sur toutes les phases de comportement. Une phase de hausse extrêmement puissante, ensuite une phase de range sur les plus hauts, une énorme baisse par la suite, puis après on refait un nouveau plus haut, et puis après, boum, une année en fait de bear market, vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu avoir par le passé. Même le point bas est beaucoup plus compliqué. Si vous regardez en fait les points bas précédents, mars 2020, c'était hyper facile. On a eu le V. Donc le V, en fait, c'est vraiment le truc le plus simple. C'est-à-dire qu'on a une énorme baisse et boum, après ça repart. Vous achetez à n'importe quel moment sur la hausse, on n'est pas allé plus bas. Donc ça fait que monter. Donc là, c'est vraiment extrêmement simple. Là, on le voit, c'est beaucoup plus difficile pour le coup, en fait, d'acheter le niveau des 19 000 $ que par exemple en mars-avril 2020, d'acheter en fait le niveau, on va dire des 6-7 000 $. C'est là où il y a eu un beau signal d'achat. C'était beaucoup plus facile. C'est direct, on a un break, ça part et on revient pas dessus. Donc là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, il faut s'adapter. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, ce qu'il faut également voir, et je vais, on va dire, clôturer en fait là-dessus. Franchement, j'avais prévu plein d'autres trucs, mais je vois que la vidéo commence déjà, on va dire, à durer. Donc, je le ferai en fait dans d'autres vidéos. Le BTC, il évolue dans un environnement favorable aux actifs à risque on pour le coup, depuis sa création. Donc depuis, on va dire qu'il est correctement tradable, on va dire 2010-2011, c'est là où on a pu commencer à vraiment le trader en fait sur des plateformes d'échange. Pour le coup, c'est là en fait où tout simplement, je suis désolé en fait, mais on a eu une phase au niveau des banques centrales qui ont été ultra accommodantes avec des taux qui ne font que baisser pour le coup et une liquidité en fait de plus en plus abondante sur les marchés. Le Bitcoin n'a jamais connu de phase de contraction où les investisseurs passent en mode risk off. Donc ça également c'est important en fait de le dire parce que on est tout le temps en train de là oui mais up only. Ok, très bien, mais n'oubliez pas que le Bitcoin aujourd'hui est complètement drivé par le côté outre-Atlantique, ça veut dire les Américains, c'est eux qui font le marché. Sur le marché européen, il se passe plus rien. Même le marché asiatique, qui auparavant était un gros acteur, aujourd'hui il est beaucoup moins. On le voit même au niveau du volume. C'est dès que le marché américain ouvre, que le volume est là et que les mouvements sont présents. Donc on est complètement dépendant, pour le coup, des États-Unis par rapport maintenant au marché des crypto-monnaies. Et il faut le dire, on n'a jamais connu de Bitcoin dans une phase de contraction où on essaye de réduire la taille des bilans, où on est dans une phase de forte hausse des taux, où il y a beaucoup plus de volatilité au niveau des devises. On a également vécu plus de 10 voire 20 ans de devises extrêmement stables, avec des taux qui ne faisaient que baisser, quasiment pas de volatilité. Et là aujourd'hui, on est un peu surpris en fait de voir un euro qui a perdu 20% par rapport au dollar. Mais à l'époque, les monnaies étaient volatiles. C'est juste qu'on a connu une phase de marché complètement aseptisée en fait par les banques centrales, à la moindre baisse qui intervenait en fait pour le coup sur les marchés. Et le Bitcoin a évolué en fait là-dedans. Donc concrètement, aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où on ne sait pas comment est-ce que le Bitcoin peut réagir. Et c'est pour ça en fait que justement au tout début de la vidéo, je vous disais attention, on part toujours du principe que c'est up only. Moi, je serai plus prudent. Vraiment, je ne miserai pas tout mon patrimoine sur un Bitcoin en mode up only. Certains le font, ben moi je le ferai pas. Voilà. Je serai beaucoup plus nuancé par rapport à tout ça, même si je reste persuadé que c'est un actif qui reste hyper intéressant et qui est un des meilleurs actifs pour générer beaucoup de valeur. Il n'en reste pas moins dangereux et on n'en reste pas moins aujourd'hui dans un environnement qui est nouveau. Il faut pas avoir peur en fait de le dire pour le coup et ne pas être dans le déni malheureusement comme vont l'être certaines personnes. Donc maintenant je vais conclure par rapport au dollar. Le dollar en fait c'est un actif qui va jouer énormément sur le comportement des investisseurs. Quand les investisseurs ont peur, ils sont risk off, franchement je vais vraiment pas y arriver. Ils sont risk off, ils prennent pas de risque. On se concentre sur les actifs qui sont peu risqués. Ça veut dire obligations d'État, ça veut dire techniquement le gold, ou surtout en ce moment le dollar, les bons du trésor américain
pour le coup. Si là je vous mets en fait le graphe du dollar, donc là c'est DXY, c'est tout simplement le dollar contre un panier en fait de grandes devises, notamment euro, livre sterling, etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que là, depuis le début de l'année 2021, on est parti sur une phase d'accélération haussière, et je dirais même d'accélération parabolique sur les niveaux actuels. On le voit, on décolle vraiment des bandes de Bollinger. On n'est pas notamment sur vraiment une phase d'accélération comme on l'a connu en mode climax run en décembre 2017, mais franchement, on n'en est quand même pas loin. On a réintégré un canal haussier en fait de long terme. On voit que là, on est vraiment très très haut quand même au niveau du canal. On est un peu plus haut même que la médiane, que la moyenne pour le coup en fait du canal. Et on se rapproche d'une importante zone de résistance, la zone des 120, qui pour moi est une zone de vente majeure. Donc vous voyez bien en fait que quand vous voyez ce graphique là, c'est plus le moment de se dire ok, je mets en dollars. Là c'est fini. Honnêtement, il y a un potentiel de hausse qui est extrêmement limité. Je pense qu'il y a encore peut-être une dernière accélération finale de possible, mais moi à partir des 120, je commence à massivement alléger ma quantité en fait de dollars pour me diversifier sur d'autres devises, mais aussi pour reprendre davantage de risques. Pourquoi ? Parce que quand on va commencer à avoir des signaux vendeurs sur le dollar, ce sera bénéfique pour les actifs de type risk on, en l'occurrence actions et crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Et c'est vrai que je suis pas forcément en désaccord avec ceux qui nous disent que on va taper le point bas sur le Bitcoin quand le dollar aura tapé en fait son point haut. Je suis plutôt d'accord avec ça pour une raison également qui est simple, c'est que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des baisses sur le Bitcoin, c'est parce que le dollar était en hausse, notamment avril, juillet 2013, novembre 2013 à août 2015, très très long bear market. On avait clairement une phase de hausse sur le dollar, et également décembre 2017, janvier 2019, toute la phase de bear market pour le coup en fait de 2018. On avait un dollar quand même qui était plutôt sur la hausse, et bien évidemment la phase actuelle depuis, on le voit, le début de l'année 2021, le Bitcoin, le dollar est en hausse, mais il est surtout sur une grosse accélération depuis début 2022. Étrangement, c'est depuis ce moment-là que le Bitcoin il baisse fortement. Voilà. Donc extrêmement important de surveiller en fait le dollar, mais voilà, je pense que ceux qui n'avaient pas de dollars ou peu de dollars, c'est un peu tard maintenant pour entrer dedans. Vous pouvez peut-être le tenter, mais vraiment sur du court terme. Mais honnêtement, je trouve que pour le coup, c'est beaucoup trop tard maintenant pour rentrer dessus. Je me concentrerai plus sur tout le reste, en l'occurrence le gold, qui a beaucoup souffert de la hausse du dollar, le marché action, qui redevient à des niveaux de valorisation assez cohérents. On n'est pas forcément sur des très très grosses décotes, mais on est plutôt quand même sur des bons niveaux, et le marché, bien évidemment, des crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. J'avais encore pas mal d'autres trucs à vous dire, mais franchement, là, on est déjà sur une vidéo qui commence à durer, on est sur quasiment plus de 40-45 minutes. Je ferai une autre vidéo, on parlera également de toute la partie régulation. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire pour parler un petit peu des fiascos qu'il y a eu par rapport à Terra Luna, par rapport à 3AC, au fond 3AC. On va également parler en fait de Celsius. Je pense qu'il y a pas mal de choses pour le coup, on va dire, à dire. Donc on fera une vidéo pour parler en fait principalement de ça. Je la ferai en fait dans quelques semaines, notamment pour parler en fait de la régulation, de la DeFi également et du marché des NFT. Et également je prépare une prochaine vidéo avec un titre pour le coup un petit peu aguicheur, où on va parler du comportement humain et notamment de manière un petit peu grossière de la stupidité humaine. Bien évidemment, hein, quand je parle de stupidité humaine, je parle par rapport au comportement des gens qui vont acheter dans les phases euphoriques et paniquer dans les phases en fait qui sont intéressantes à l'achat. Aujourd'hui, on commence à voir beaucoup de panique. Étrangement, est-ce que ça voudrait pas dire qu'on est justement sur un bon niveau? Justement, ce sera intéressant en fait pour le coup de parler un petit peu de tout ça. Et je prépare également une vidéo. Donc je vais interviewer un coach qui est spécialisé
dans, pour le coup, l'accompagnement des grands traders, donc des personnes qui vont trader, mais qui vont avoir un capital, on va dire, assez conséquent. On parle de capitaux, on va dire, à 7 voire 8 chiffres, de manière psychologique. Et on va parler en fait justement de la psychologie humaine, de comment est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et je pense qu'on va vraiment aborder en fait des sujets qui, honnêtement, je pense, dans la francophonie, n'ont vraiment jamais, ou alors vraiment très rarement été abordés. Donc la vidéo est prévue pour le début du mois de novembre. Donc vidéo, je pense, qui sera hyper intéressante, qui fera peut-être pas le plus de vues, mais qui pour le coup, à mon sens, est, si ce n'est l'une des plus importantes pour le coup, pour réussir en trading ou même en investissement. Voilà, n'oubliez pas donc le petit like pour le soutien, les questions comme toujours c'est dans l'espace de commentaires. Je vais juste rappeler une chose, YouTube c'est infesté en fait de bots, je comprends pas en fait comment est-ce que des boîtes à la pointe de la technologie comme ça peuvent laisser passer systématiquement ces bots dans les commentaires, c'est insupportable, il n'y a aucun moyen honnêtement de s'en prémunir. Mais en gros, le principe est simple, il y a une personne qui crée une chaîne YouTube qui a mon logo, mon nom, et qui va venir en fait vous parler en commentaire. Moi, je ne vais venir parler à personne en commentaire si c'est juste, par contre, pour répondre à une question précise ou alors pour faire un remerciement. Je vais jamais en fait inviter quelqu'un de venir sur un groupe Telegram, sur un groupe WhatsApp ou ce que vous voulez. Donc, ignorez, s'il vous plaît, tous ces commentaires. C'est fatigant systématiquement, mais dès qu'on poste une vidéo, dès que vous mettez en fait des commentaires, ils arrivent. Et les bots, ils viennent foutre les commentaires. Je me demande même si YouTube ne fait pas exprès de laisser faire. C'est un peu comme sur Twitter. C'est vraiment insupportable ces bots. On a des boîtes qui sont censées être à la pointe en termes de technologie, en termes de machine learning, en termes d'intelligence artificielle, et ils sont pas capables, pour le coup, en fait, de repérer des bots. Enfin, franchement, c'est quand même assez marrant. Donc, soit ils le font exprès, soit on les surestime un petit peu trop parce que franchement ça dure en fait depuis des années maintenant et vraiment le phénomène, j'ai l'impression que limite qu'il s'amplifie au fil du temps. Donc c'est vraiment voilà, en tout cas je fais juste une grosse parenthèse par rapport à ça. Ne vous faites pas avoir s'il vous plaît, je ne vais jamais vous contacter de toute façon d'une aucune manière d'autre que uniquement par ma lettre d'investissement et par les vidéos que je fais, mais jamais autrement, ni par commentaire, par Telegram ou tout ce que vous voulez. Voilà, au moins c'est clair, c'est dit, et j'espère que personne ne se fera avoir en fait par ces personnes-là. Allez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.